Voilà, j'espère que l'image est nette là maintenant et que voilà, on peut y aller. Alors, antibiotiques, conséquences neurobiologiques, microbiologiques déjà, et surtout un volet nutritionnel, bien sûr. Les antibiotiques ne sont pas sans conséquences. Il y a parfois quelques abus, on se dit après un petit rhume, est-ce qu'il faut mettre un antibiotique ou pas, et parfois il y a un débat là-dessus, etc. Et c'est bien sûr important d'avoir tout un tas d'examens biologiques à côté pour pouvoir confirmer de la nature de l'infection qui est en cours. Est-ce qu'elle est virale, parasitaire, bactérienne, etc. On va pas dire cesser de prendre des antibiotiques, mais une fois que vous les avez pris, il y a des solutions pour pallier un certain nombre de conséquences. Bien sûr, au niveau de l'intestin, nous avons ce qu'on appelle la flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui, bien sûr, le microbiote intestinal, qui est constitué d'un ensemble de micro-organismes. On parle de 10 puissance 13, d'accord? Donc des milliards de micro-organismes, de microbes qui sont dans l'intestin et qui, alors pas uniquement dans l'intestin, mais l'estomac contient un peu moins puisque c'est un milieu un peu plus acide, donc moins propice à la présence de ces bactéries, qui sont en fait des bactéries qui sont pas néfastes pour la plupart pour l'organisme, puisque c'est des bactéries qu'on va qualifier de commensales. Donc, ça fait partie du microbiote et pas des bactéries pathogènes, sauf si la personne elle attrape une infection digestive, etc. Donc là, on parle du microbiote intestinal et pas d'une bactérie qu'on a que la personne a attrapé juste par problème peut-être d'hygiène alimentaire ou d'une autre façon. Donc là, le microbiote intestinal, alors je le disais tout à l'heure, c'est des milliards de micro-organismes qui sont présents au niveau du tube digestif, notamment au niveau du côlon et de l'intestin grêle. C'est comparativement au nombre de cellules qu'on a au niveau du corps humain, c'est un peu similaire. Certains pensent d'ailleurs que c'est plus que le nombre même de cellules qu'on aurait au niveau du corps humain. Alors, c'est quand même un peu comparable, un peu similaire. C'est toujours des milliards de cellules qui est au niveau du corps et on a des milliards de micro-organismes au niveau donc du tube digestif, notamment au niveau de l'intestin grêle et du côlon. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a mis l'antibiotique, c'est de pouvoir se dire, ben, est-ce que déjà, même déjà avant de le mettre, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un certain nombre de conséquences après? Donc, réfléchir en amont et se dire, ah, voilà, est-ce que vraiment j'ai des éléments qui me permettent de mettre ces antibiotiques-là, effectivement. Votre antibiotique ne fera pas de distinction forcément entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, d'accord? Je répète, votre antibiotique ne fera pas forcément de différence entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des bonnes bactéries qui sont présentes au niveau du tube digestif, de l'intestin et qui sont malheureusement, qui vont subir l'impact de votre antibiothérapie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Donc, la dysbiose, donc, vous aurez le microbiote intestinal qui va subir des modifications sur un plan fonctionnel, mais quand je dis sur un plan fonctionnel, c'est vraiment qualitatif, et même sur un plan quantitatif. Et il faudra parfois des jours, voire des mois, des jours, des semaines, des mois avant que la dysbiose puisse en quelque sorte, avant que le microbiote puisse en quelque sorte se rétablir, sachant que le nombre d'espèces au niveau de ce microbiote intestinal est variable en fonction des personnes et il y a plusieurs espèces qui sont au niveau de ce microbiote-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, avant de venir aux solutions nutritionnelles, une fois qu'on a subi cette antibiothérapie, il faut comprendre déjà les conséquences. Parce que derrière, il y a des conséquences. Le microbiote, il n'est pas là inutilement. Il va intervenir au niveau du système immunitaire, il va intervenir au niveau du cerveau. Il a un lien au niveau du cerveau, ça, il faut le savoir. Tout le monde ne le sait pas avant. Alors, il y a un lien entre l'intestin et le cerveau, il faut le savoir. Il y a une troisième chose, c'est que le microbiote intestinal va intervenir également dans les fonctions digestives. Ça, c'est plus ou moins connu, je crois, quand même. Et puis, qu'est-ce que j'ai cité là? La digestion, l'immunité, le lien avec le cerveau, et puis également, on établira un certain lien avec certaines maladies dites inflammatoires.
Alors, sur l'axe cerveau-intestin, alors c'est pas trop compliqué de comprendre parce que au niveau de l'intestin, du tube digestif, pour qu'il y ait une motricité normale du tube digestif, il faut un système nerveux qu'on appelle le système nerveux entérique. Donc, vous avez des millions de neurones qui sont au niveau de ce système nerveux entérique qui vont participer à la motricité de l'intestin. Donc déjà là, il y a un lien entre le cerveau et l'intestin. De là, on va parler de l'axe cerveau-intestin. Et deuxièmement, toujours par rapport à ce lien, et ça va être intéressant pour s'il y a des psychiatres qui suivent justement la vidéo. Et justement, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas s'il vous plaît de relayer ces informations-là. Et ça peut être intéressant. C'est que au niveau de ce microbiote, vous avez des micro-organismes qui vont participer à la production de ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone. C'est une hormone qui va intervenir au niveau de l'humeur. Et d'ailleurs, les psychiatres, ils le savent très bien, cette hormone, elle est diminuée, en tout cas, la quantité normale, elle n'est pas la même chez les personnes qui sont déprimées que chez les personnes qui sont dépressives. D'accord? Je parle vraiment là de dépression, voire des cas de troubles obsessionnels compulsifs ou même d'autres types de troubles de l'humeur. Donc, cette sérotonine, elle est affectée. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement le microbiote qui va participer à la production de la sérotonine, mais il fait partie quand même des éléments qui vont participer à la sécrétion de cette sérotonine, considérée en psychologie positive comme étant une hormone du bonheur. Et là, vous comprenez tout à fait aussi ma démarche quand je parle de comportementaliste en nutrition ou conseiller en nutrition, coach en nutrition, peu importe, c'est pas le problème. L'essentiel, c'est de comprendre là ce que je vais dire. D'accord? Il y a un lien entre le cerveau et l'intestin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le microbiote intestinal va participer également à l'immunité. C'est-à-dire, déjà au cours des premières années, à travers déjà la présence de ce microbiote. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes nouvelle ici et là, il y a un truc très simple que vous pouvez faire pour aider davantage, c'est de partager et de s'abonner, ça peut aider, bien évidemment. Alors, au niveau de l'immunité, vous avez des éléments qui sont là, des micro-organismes qui sont là, qui vont constituer le microbiote intestinal et qui, à travers leur présence, vont permettre à l'organisme de pouvoir distinguer les bonnes bactéries des mauvaises bactéries. Et justement, le microbiote est également en contact avec ce qu'on appelle les plaques de PR, d'accord, qui constituent un amas de cellules lymphoïdes et qui participent également à l'immunité. Donc oui, le microbiote intestinal participe à l'immunité. J'ai dit tout à l'heure que ça a un lien également avec le cerveau. Et troisièmement, on penserait que ça interviendrait dans certaines maladies inflammatoires, notamment les maladies inflammatoires du côlon. Et bien sûr, un des cas les plus graves, c'est les diarrhées post-antibiotiques. Là, c'est problématique parce que là, vous aurez mis plein d'antibiotiques et là, ça pose un problème. Ça, c'est là vraiment, il faut éviter de faire je dis pas de laisser des antibiotiques de côté, parce que d'ailleurs, même ceux qui sont trop pro-naturaux et qui vont vous vanter les effets des plantes ou bien des huiles essentielles, je prends par exemple l'exemple du thé-thymol, l'huile essentielle du thé-thymol, bah, ça pourrait avoir des effets anti-infectieux. Néanmoins, alors attention, hein, parce que les huiles essentielles, on les passe pas sur la peau de façon pure, c'est caustique, ça aura des conséquences, ça va brûler. Donc, c'est juste une parenthèse. Mais les antibiotiques ont des conséquences sur le microbiote intestinal. Donc, on ne les utilise pas de façon répétée, de façon aléatoire, sans un raisonnement en amont. Et il faut vraiment, dans le processus qui va aboutir au diagnostic et qui va conduire ensuite au traitement, il faut vraiment qu'il y ait un raisonnement clinique derrière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je disais tout à l'heure il a été constaté que les perturbations du microbiote intestinal
c'est-à-dire notamment la dysbiose, participerait également où on rencontrerait ce fait dans certaines maladies inflammatoires, mais également dans des maladies, des troubles métaboliques, notamment le surpoids, le diabète, et même des maladies cardiovasculaires. C'est extraordinaire, mais c'est tout un champ à explorer. Et il y a encore des découvertes là, sur ce plan-là, à faire pour mieux affiner les choses et mieux comprendre le fonctionnement de ce microbiote. Alors, une fois qu'on a pris des antibiotiques et qu'on se dit, ben, on va rétablir un tout petit peu le microbiote intestinal, les micro-organismes dans le microbiote intestinal, il y a des solutions. Et les solutions, je vais juste répéter deux mots, pas très compliqués à retenir, les prébiotiques et les probiotiques. Les prébiotiques et les probiotiques, c'est pas pareil. Bien sûr, il y a la possibilité de... Alors ça, je dirais plutôt que c'est de la recherche. D'accord? Je ne sais pas si vraiment c'est quelque chose déjà d'établi. C'est la transplantation fécale. J'y ai jamais assisté, donc je vais pas en parler. Je vais pas parler de ce que je connais pas. Par contre, les prébiotiques, les probiotiques, ça, sur un plan nutritionnel, c'est connu. D'accord? Donc, quand on parle de prébiotiques, c'est surtout pour faire référence aux aliments là qui sont beaucoup plus riches en fibres alimentaires. Et bien sûr, quand on parle de probiotiques, c'est des éléments qui vont contenir ces bonnes bactéries-là, des micro-organismes qui vont aider donc à rétablir donc la flore intestinale, donc le microbiote. Alors, il y a bien sûr la possibilité de prendre des aliments fermentés, notamment le yaourt. Mais cependant, bien sûr, votre yaourt, s'il est sucré, ça aussi, sur un plan naturel, c'est pas tout à fait acceptable pour certains. Mais si vous n'avez que ça, surtout chez les enfants qui préfèrent des aliments avec un goût sucré, il faut jouer un peu avec, d'accord? Mais il y a quand même des yaourts, je vais parler des yaourts nature 0% qui sans sucre, sans sucre ajouté bien sûr, hein, parce que le yaourt lui-même en général il contient du lactose, donc c'est quand même un sucre, mais voilà, c'est pas le sucre simple, c'est un disaccharide, d'accord? Donc il y a la possibilité de prendre ces aliments fermentés, mais il y a la possibilité de prendre également des prébiotiques. Juste après une antibiothérapie pour pouvoir aider à rétablir un tout petit peu le microbiote intestinal. Mais bien sûr, il y a des compléments, des suppléments alimentaires, des suppléments diététiques qui sont conçus de sorte à ce que ça contienne des micro-organismes qui puissent coloniser la flore intestinale et aider à rétablir ce microbiote intestinal. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Forcément, je crois pas il y en a certains, mais pour certains qui suivent cette vidéo et qui sont médecins ou bien thérapeutes, je sais très bien qu'il y en a là, dès qu'il y a une diarrhée, il y en a que vous prescrivez, mais c'est pas exactement ça seul qui existe comme probiotique. Il y a plein de probiotiques et il n'y a pas que ça que de meilleur, quoi. C'est-à-dire quand vous prescrivez un truc pour la diarrhée, c'est pas forcément le truc pour aider à rétablir le microbiote intestinal après une cure d'antibiotiques. D'accord? Donc j'aurai le temps, l'occasion, si possible, à la mesure du possible, bien sûr, de parler. Enfin, je sais pas si le mot reparler, ça, s'il faut le remettre dans le dictionnaire, on va introduire ça dans la sémantique. Mais s'il faut en parler à nouveau, on va en parler et je présenterai peut-être certains probiotiques pour revenir, d'accord, sur cette notion pour, voilà, histoire d'approfondir davantage le sujet. Voilà déjà ce que je peux dire rapidement. On va pas être plus long. Merci d'avoir suivi la vidéo. Alors, bien sûr, je l'ai pas dit, mais ça c'est connu que le microbiote intestinal participe à la digestion. C'est-à-dire que on n'arriverait pas à digérer certains glucides, notamment la cellulose, s'il n'y avait pas ce microbiote intestinal. Donc, c'est dire à quel point c'est quand même important. On a dit que ça influençait l'immunité, ça influençait le cerveau. Ça pourrait influencer le cerveau, c'est-à-dire, on parle même du lien avec certaines maladies neurodégénératives. Hein, donc, c'est vous dire jusqu'à quel point certains scientifiques font, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, ça participerait bien sûr, ça aurait un lien avec certaines maladies inflammatoires, certaines maladies
métabolique. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Partagez-la, relayez l'information, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est gratuit et portez-vous bien. On va se dire à bientôt. Je ne vais pas vous maintenir je ne vais pas vous garder plus de temps, de votre temps. Ça va déjà. D'accord? Portez-vous bien. À bientôt. Merci.